En pleine soirée d'automne, Jared, seul dans son appartement depuis trop longtemps, se décida à aller se promener dans la forêt où il aimait passer le temps quand il ne travaillait pas. Il était certes tard, il faisait nuit, il faisait froid, mais c'était calme, reposant, agréable et beau. Alors il prenait son téléphone, ses papiers, et partait pour une promenade d'une heure ou deux dans l'obscurité afin de profiter de cet agréable monde loin de la ville. Il avait grandi à la campagne et avait toujours aimé y vivre, mais pour le travail il avait dû s'installer en ville, se rapprocher de son lieu d'emploi. Alors, quand il pouvait, il essayait de renouer avec la nature, pour se souvenir de ce qu'il était et ce qu'il aimait avant. Il ne se plaisait pas vraiment en ville, il devait faire attention au bruit qu'il faisait alors que ses voisins, eux, ne se gênaient pas. Il y avait toujours du mouvement, du bruit. Il ne connaissait personne alors même qu'il croisait chaque jour des centaines de personnes différentes. Il espérait juste pouvoir, un jour, partir et retrouver le calme. Alors, il descendait dans la rue et entamait sa marche vers la forêt. Cela faisait plusieurs mois qu'il n'était pas allé se promener. Il était fatigué, n'avait pas forcément envie de sortir, même pour faire quelque chose qu'il aimait. Les journées passaient, se ressemblaient, et ces derniers temps, il avait la sensation de devenir fou. Alors, il avait pris le meilleur remède qu'il avait connu dans sa vie, la nature. Il s'était toujours senti mieux au milieu des arbres. Il avait l'impression de faire partie d'un tout. Il voyait au loin les chênes se dressant dans le ciel. Certes, ils avaient perdu leurs feuilles, un peu de leur splendeur, mais cela ne changeait pas grand-chose pour Jared. Il sentait une chaleur dans la poitrine et souriait sans y faire attention. Il s'approcha de la forêt et ne tarda pas à passer son seuil, retrouvant ainsi le bruit des feuilles craquant sous ses pas, l'odeur des bois, le bruit apaisant des animaux nocturnes. Il marchait le long des chemins bordés d'arbres et de buissons. Une chouette sur une branche l'observait quelques instants avant de s'envoler. Jared continua son exploration des bois quand il arriva, semble-t-il, au centre de la forêt. Il remarqua alors, au sol, quelque chose qui semblait être allongé par terre. Il s'en approcha lentement. Ce qui était au sol semblait être beaucoup plus grand qu'un humain, mais ça n'avait pas l'air d'être un ours ou quelque chose de ce genre. Il se dit alors que c'était peut-être un très grand humain qui avait besoin d'aide. Il s'approcha encore et vit que ça respirait encore. Bonsoir ? Pas de réponse. Vous avez besoin de quelque chose ? La chose remua légèrement. Jared s'approcha encore un peu. Puis la chose se retourna. Jared ne put se retenir de crier en tombant à la renverse quand il vit, à la place du visage de la chose, une énorme tête de rat. L'œil noir de la créature s'ouvrit et elle se tourna difficilement vers lui. « C'est quoi ce truc ?» La créature se redressa lentement. Écrasant Jared de toute sa hauteur, il eut la sensation que cette chose aurait pu le briser aussi facilement qu'elle l'aurait souhaité. Mais ça restait là, devant lui, à l'observer. Son long vêtement cachant son corps, seule sa tête de rongeur était visible. « Que fais-tu ici ?» demanda la chose d'une voix profonde. Jared perdit encore un peu plus ses moyens en se rendant compte que cette chose parlait. Je me promène ? Pourquoi ici ? Parce que je me sens bien dans la nature, d'habitude. Tu n'es donc pas ici pour détruire cette forêt ? Jared était de plus en plus perturbé par la situation et observa un instant la chose avant de répondre. Il observait ses yeux tels des billes obscures, ses longues moustaches semblant réagir à la moindre vibration, ses oreilles suivant le moindre son. Non, j'aime la forêt, je m'y sens mieux qu'en ville. La créature soupira et sembla légèrement rétrécir. Jared paraissait, cependant, toujours minuscule en comparaison. Il demanda alors « Qu'est-ce que vous êtes ? Vous allez me manger ?» Ce que je suis un des gardiens de la forêt. Et non, je ne vais pas te manger, toi. Les gardiens de la forêt ?
Avant les premiers de votre espèce, avant que les animaux n'apparaissent sur ces terres, nous sommes apparus. Les gardiens de la forêt, les gardiens des océans, les gardiens des montagnes, les gardiens des glaces. Nous sommes apparus ici pour créer le paradis que vous n'avez jamais connu. Le lieu de paix et de beauté que cette planète fut autrefois et que vous avez lentement détérioré jusqu'à sa fin. Autrefois nous fûmes comme des dieux, nous faisions grandir toutes choses, nous aidions ce monde de toutes les manières imaginables. Nous étions adorés par vos ancêtres, craints par les autres. Les gardiens faisaient attention à garder un équilibre pour que vous, votre espèce, puisse se développer comme vous deviez le faire. Puis, vous avez brûlé vos dieux, vous avez asséché vos terres, vous avez poursuivi des besoins qui n'en étaient pas. Vous avez créé vos propres calamités en nous détruisant, nous, vos gardiens. Nous avons connu tous les âges. Nous avons vu, vécu, ressenti chaque seconde de vos existences. Pourtant, vous causerez notre mort. Autrefois Dieu, nous sommes aujourd'hui faibles et mourants. Cette forêt jadis couvrait des centaines de kilomètres. Aujourd'hui, c'est un parc au milieu de votre ville. Aujourd'hui encore, 10 arbres y ont été abattus pour construire un magasin vendant la même chose que 3 autres magasins à moins de 500 mètres de distance. Nous, les gardiens, nous vous avons offert le monde comme vous deviez le découvrir. Beau, sauvage, indomptable et aux possibilités sans fin. Vous avez alors choisi, de toutes les possibilités, celle qui y mettrait fin. Nous, gardiens des forêts, n'avons plus la force de nous battre. Alors, nous regardons nos forêts brûler. Mais n'oubliez pas qu'il y a d'autres gardiens. S'ils ont été bons et justes jusqu'à présent, en nous laissant disparaître, sachez qu'ils ne seront plus les mêmes, car l'équilibre sera brisé. Le regard du gardien se perdit dans les arbres autour de lui. Jared demanda alors « Comment puis-je vous aider ?» Nous aider. Il faudrait que nous puissions retrouver notre puissance, replanter les forêts. Ou bien... Dites-moi, je le ferai. Eh bien, vos ancêtres nous honoraient d'une certaine façon qui nous apportait un peu de force. Cela pourrait fonctionner. Le gardien expliqua son idée à Jared, qui pâlit soudainement et sembla vaciller un instant. Mais les mots du gardien étaient puissants. Jared comprenait ce qui se jouait alors. Il ne pouvait rester sans rien faire. 2 jours durant, il réfléchit chez lui, n'allant plus au travail, enfermé, pesant le pour et le contre. Puis un soir, il se rendit dans un bar. Il repéra un homme qui avait déjà bu plus qu'il ne devait, et s'en approcha. Il lui offrit un verre, puis un autre, puis un troisième, et lui proposa alors d'aller prendre l'air. Ils se dirigèrent vers la forêt alors que Jared faisait attention à bien rabattre sa capuche. Ils traversèrent les bois jusqu'à un endroit où les champignons avaient poussé en cercle. L'homme tituba au milieu du cercle, tandis que Jared lui disait de rester là. Jared se mit à reculer jusqu'à un arbre, tandis qu'il vit la gigantesque silhouette, habillée d'une sorte de long manteau, s'approcher du cercle. La tête de rat apparut dans un rayon de lune. Alors, Jared vit le gardien ouvrir son manteau, dévoilant des dizaines de mains se saisissant de sa victime et le dirigeant vers une énorme bouche aux dents acérées au milieu du ventre du gardien. Le sang giclait dans tous les sens alors que l'homme hurlait de douleur et qu'un effrayant grondement de satisfaction échappait de la créature. Puis plus rien. Le gardien se tourna alors vers Jared et lui dit simplement « À bientôt. » Léa, Rina et moi étions inséparables.
On s'était rencontrés à la fac, et très vite nous étions devenus des amis qui ne passaient pas une journée sans se voir. Léa était la gothique cliché de notre groupe, elle était autoproclamée sorcière et de temps en temps essayait de jeter des malédictions à des hommes au hasard dans la rue. J'avoue que ça nous fait bien rire. Il y a de cela quelques mois, elle s'est prise de passion pour les sirènes, et elle disait que si ces créatures existaient vraiment, on devait les découvrir ensemble. De toute évidence, c'était une idée idiote, parce que des gens ont cherché depuis bien plus longtemps que nous, sans rien trouver, alors que nous, on est étudiante en littérature, et on n'a rien de scientifique. Mais Rina faisait de la plongée depuis des années, et ça nous donnait une raison de plus de se voir. Donc on a décidé qu'on allait chercher des sirènes ensemble. Lors de notre première plongée, Rina nous a appris plein de choses importantes pour survivre en fait. La deuxième plongée, on a beaucoup plus exploré et c'était vraiment très beau. Le monde sous-marin est incroyable. Mais son obscurité est, je trouve, assez angoissante et j'avoue que je n'arrive pas à être vraiment sereine quand on plonge. C'est pour ça que Rina reste toujours proche de moi. Elle veille sur moi, tandis que Léa a très vite trouvé son plaisir dans la plongée. La troisième plongée nous fit découvrir une caverne apparemment inexplorée. Elle n'avait aucune trace de déchets humains, aucune marque, rien qui laissait entendre que des humains aient pu passer par ici. Léa a voulu l'explorer, mais encore une fois, Rina fut le rappel d'intelligence dont on avait besoin. Elle nous a dit que nous étions partis sans être préparés pour une telle exploration. On n'avait aucune affaire pour ça et que ça pouvait être dangereux. Nous n'avions même pas de lumière au cas où on se retrouverait dans une zone obscure, donc c'était vraiment très dangereux. Nous revenions 2 jours plus tard, chacune avec un sac rempli de matériel. Nous sortions de l'eau à l'intérieur d'une grande caverne dans laquelle le soleil, se reflétant sur l'eau de mer, créait des formes complexes et surprenantes sur les parois rocheuses. Léa s'étirait en observant autour d'elle pendant que Rina sortait une lampe torche, un casque, des chaussures de randonnée et des gants. Elle insistait pour qu'on se protège bien car une zone comme ça pouvait être très dangereuse. Moi j'avoue que l'obscurité de l'eau m'était plus effrayante. J'avais l'impression qu'il n'y avait pas de fond dans cette grotte. L'eau était aussi obscure qu'un puits. Rina et Léa s'engagèrent dans l'ouverture dans la roche menant aux profondeurs de cette caverne étrange. Léa disait que ça pouvait être un lieu où se trouveraient des sirènes. Rina disait qu'on pouvait potentiellement découvrir des espèces qui ne vivaient qu'ici, et moi je disais que je voulais rentrer à la maison. En explorant le long boyau humide de la caverne, nous découvrions que nous n'étions pas les premiers humains à venir ici. Au fur et à mesure, des glyphes étranges apparurent sur les parois, des symboles indéchiffrables, puis, peu à peu, des représentations monstrueuses se présentaient à nos yeux. En arrivant dans une salle circulaire, Rina est passée devant Léa en éclairant partout et en observant le moindre danger. Léa se glissa à l'intérieur et éclaira ce qui ressemblait à un espèce d'autel au centre de la salle. Il semblait sortir du sol, mais sa forme semblait avoir été sculptée pour ressembler à ces créatures qu'on voit dans les profondeurs abyssales. Des tablettes de pierre étaient présentes sur cet autel. Léa essaya de les lire, mais les symboles étaient inconnus. C'est alors que Rina, en essayant d'éclairer la tablette sous un autre angle, frotta contre une des dents des créatures décorant la roche. La dent traversa son gant, atteignit sa chair, son sang. Subitement, la mâchoire de la créature se referma sur sa main, faisant hurler mon ami. Le sang coulait sur la roche. Les autres créatures des abysses se jetèrent sur Rina et Léa. Nous hurlions de peur, elles de souffrance. Alors que je ne savais que faire, elles étaient couvertes par ces effrayantes créatures, et je partais en courant. Je m'enfuyais, laissant mes amis seuls face à ces créatures. La peur me poussa à les abandonner. Je rejoignais alors l'entrée de la caverne. Je me dépêchai d'enfiler mes palmes, et avant même d'atteindre l'eau, 3 tentacules gigantesques m'attrapèrent et m'attirèrent dans les profondeurs, sans fin, de la caverne. Si vous faites de la plongée, restez dans les eaux claires.
plusieurs jours, on n'y voyait rien dans ce brouillard épais. Nous voguions à l'aveugle. Nous avions une direction à suivre, mais aucun moyen de nous repérer directement. Le capitaine n'arrêtait pas de dire qu'un brouillard n'était jamais éternel, mais nous commencions à douter de cela. Matin, midi, soir, tout instant était perdu dans cette grisaille. Grisaille et sel. Heureusement, la mer ne nous bousculait pas trop. Pour l'instant. Mais je restais profondément pessimiste quant à nos chances de retrouver notre chemin. Le capitaine nous donnait toujours la même consigne. On garde le cap. Nous n'avions aucun contact radio avec de potentiels navires nous entourant, et l'épais nuage noir sortant de la cheminée du bateau semblait épaissir plus encore ce brouillard. Accoudé au bastingage, j'observais l'eau comme je pouvais, là où le brouillard me laissait l'entrevoir. Quelque chose me perturbait, mais je ne saurais dire si c'était normal ou non. L'eau apparaissait sombre. J'avais une sensation étrange dans ma nuque, et je retournai voir le capitaine. Je lui disais que nous devions nous stopper et laisser le temps passer jusqu'à ce qu'on puisse savoir où nous étions. Il refusait sans discuter. Dans son regard, je percevais quelque chose comme une angoisse, de la peur. Je ressortais de sa cabine, circonspect. Comment un vieux loup de mer comme lui pouvait avoir l'air aussi perdu? C'est alors qu'un vieux pêcheur m'appela. Il m'expliqua qu'il comprenait pourquoi le capitaine ne voulait pas s'arrêter. Il m'expliqua que ces eaux étaient connues pour quelque chose, autre que le brouillard. C'était quelque chose qui terrifiait tous les navigateurs depuis des siècles. Jamais l'homme n'avait trouvé de moyen de survivre à cette terreur des mers, à ce fléau des pêcheurs. Il m'expliqua qu'il en avait entendu parler par un homme dans un pub sur la côte irlandaise. Le vieux marin avec une jambe manquante, un bras à moitié dévoré et une trace de morsure au visage autour d'un œil blanc, vitreux. Il était passé par cette même zone qui ne pouvait être évitée quand on voulait atteindre le port de Haven. Il s'était retrouvé perdu dans le brouillard pendant 3 jours. Au 3e jour, son capitaine a décidé de poser l'ancre et d'attendre que le brouillard se dissipe pour reprendre la navigation. Après 1 jour seulement, ils entendirent quelque chose, au loin, perdu au milieu des clapotis de l'eau. Dans un premier temps, les marins ont eu l'impression d'entendre des voix, comme si quelqu'un au loin, peut-être sur des terres, était en train de chanter vers la mer. Mais, le temps passant, les bruits se rapprochant, ils comprirent que c'était des cris, comme des rugissements, annonçant l'arrivée d'un prédateur. Mais il n'y en avait pas qu'un seul. Ces choses arrivèrent pendant la nuit. Il entendit à nouveau des cris qui ne ressemblaient plus du tout à des chants. Puis, les cris qu'il entendit furent ceux de ses camarades. L'alerte résonna, tout l'équipage arriva, armé de ce qu'il trouvait, mais ces choses les décima comme du bétail. Il vit ses camarades se faire dévorer sous ses yeux et finit par se cacher sous les cadavres de ses amis. Il resta immobile pendant que les créatures le dévoraient. Elles s'arrêtèrent au lever du soleil. Il crut y rester, mais une chaloupe arriva peu après. Apparemment, les gens du coin partent à la recherche des survivants quand le brouillard se lève. Je lui demandai s'il se foutait de moi. Il me répondit que c'était la stricte vérité. Le marin disait que ça s'appelait des cris-mères ou sirènes. Je retournai m'appuyer sur le bastingage, observant les environs. J'écoutais le chant de l'eau, mais cette histoire m'avait chamboulé. Je prenais le balai et j'allais nettoyer le pont. J'avais besoin de m'occuper l'esprit. C'est alors qu'au loin, j'entendis quelque chose. J'appelai le vieux pêcheur et je lui demandai d'écouter. Il se mit à hurler. Le capitaine nous rejoignit et je le vis devenir vert. Il se précipita vers sa cabine. Il sortit les fusils, puis il retourna à la barre. Je sentis que le bateau accélérait soudainement. C'était complètement fou de faire cela dans le brouillard. Mais les chants se rapprochaient. De plus en plus. Les marins attrapèrent les fusils et s'installèrent à la poupe du bateau. J'entendais des coups de feu s'enchaînant les uns après les autres, mais les chants continuaient. Puis, nous percutions quelque chose. Je m'envolai par-dessus le bastingage et mon épaule s'écrasa contre de la roche humide.
Je me relevai pour voir notre bateau complètement éventré dans une caverne. Nous avions foncé droit dedans. Je retournai dans le bateau pour voir comment allaient les autres. Certains avaient repris leurs esprits, d'autres étaient assommés, et d'autres encore baignés dans leur propre sang. J'allai voir le capitaine. Il était assis, un énorme morceau de verre planté dans la poitrine. Il tourna la tête vers moi avant de soupirer. Emporté par mon instinct de survie, j'attrapai une lampe à pétrole, un fusil, et j'encourageai les gars à sortir du bateau pour découvrir si cette caverne avait une sortie, nous éloignant des chanteuses. Nous partions dans les boyaux de la caverne, mais celle-ci semblait étrange. Il y avait des décorations, des sculptures sur les murs, des mélanges avec des métaux. Je n'avais jamais rien vu de ce genre. Puis, nous sommes arrivés dans une salle avec une sorte d'hôtel à la gloire de je ne sais quoi. Tout ce que je savais, c'était qu'il y avait une adoration de la mer. Puis un des gars remarqua quelque chose. On avait les pieds mouillés. L'eau montait dans la caverne. L'eau montait vite. Je disais aux gars de retourner à l'entrée, essayer de sortir à la nage. Mais c'était trop tard. Déjà résonnaient dans la caverne les chants des sirènes. En développant les tunnels d'hyperespace, l'homme a dépassé toutes les limites qui lui étaient imposées dans l'exploration spatiale. Toutes les distances étaient raccourcies, les mondes devenaient voisins, et la circulation s'était simplifiée, comme jamais on n'aurait pu l'imaginer. Je faisais partie de l'équipage du Necbet 072. Notre mission était de nous rendre sur différentes planètes afin de recenser les principales espèces se développant dans leurs écosystèmes. La capitaine du vaisseau était expérimentée de 38 expéditions de ce genre. Elle anticipait tout ce qu'il fallait faire. Moi, j'étais le plus inexpérimenté. C'était mon deuxième voyage spatial seulement. J'étais l'apprenti de Madame Cigara, la plus grande spécialiste actuellement du monde animal. J'avais tant appris en une seule sortie à ses côtés, alors je ne pouvais plus attendre cette nouvelle sortie. La découverte et l'apprentissage me faisaient brûler d'impatience. Mika, le préposé à la maintenance électrique du vaisseau, n'arrêtait pas de faire des allers-retours. Il était dans ce vaisseau depuis sa construction. À chaque fois qu'il passait à côté de moi, il me tapait dans la main en me disant ce qu'il allait faire. Mais mes recherches étant basées sur la biologie, pas la mécanique, je ne comprenais rien à ce qu'il me disait. Je me suis rendu dans le poste de pilotage. Il y avait là Idris qui s'occupait du calcul des trajectoires, Ings qui gérait la répartition des énergies du vaisseau, Adam qui était au poste de pilotage de sécurité en cas de défaillance technique ou d'erreur dans le calcul de trajectoire, et Madame Agathe Delmont. Celle-ci me fit signe. J'étais toujours aussi impressionné par cette aura qu'elle dégageait, un mélange d'autorité naturelle et de sérénité apaisante. À ses côtés, on sentait que rien ne pouvait nous arriver. Je me rendais à ses côtés et elle m'expliqua que nous étions arrivés à l'entrée du tunnel d'hyperespace. Nos calculs de trajectoire étaient faits et que nous allions pouvoir l'emprunter sans risque. Elle me demanda alors si je voulais voir le départ. C'était avec un grand plaisir que j'acceptai. Je n'avais pas eu la chance de voir le départ sur mon vol précédent, car j'étais tellement inquiet que j'en avais été malade. Mais cette fois, j'étais prêt. Madame Cigara entra dans le poste de pilotage. En me voyant, elle me dit qu'elle était heureuse que cette fois je ne sois pas en train de rendre tripes et boyaux, ce qui a fait rire Ings. Les autres étaient trop concentrés pour même réaliser que nous étions là. La capitaine nous fit signe de regarder l'espace devant nous, l'immensité silencieuse, le vaste obscur. Les étoiles semblèrent soudainement s'allonger, créant une lumière quasiment éblouissante. Je me sentis perdre l'équilibre un instant, puis je comprenais que nous étions partis. C'était incroyable. La vision que j'avais eue n'avait aucune comparaison possible. C'est quelque chose qui ne peut que se vivre. Après cet instant de pure magie,
Je suis retourné à mes quartiers pour réfléchir sur mes notes de la dernière expédition. Nous allions sur la planète Allium, qui avait plusieurs similitudes avec la planète où j'avais fait ma première expédition. J'avoue que c'est sur les conseils de Madame Cigara que je fais ces vérifications. C'est une planète avec une très forte concentration de zones marécageuses, ainsi je peux présumer du fait que la plupart des espèces auront des similitudes avec nos batraciens, nos reptiles probablement. Ce qui m'inquiète, c'est que ce sont des familles facilement dangereuses pour l'homme. Ce n'est que ma deuxième expédition, je peux encore faire beaucoup d'erreurs, surtout dans mon approche des animaux. Alors que je lisais mes notes, je perdis à nouveau l'équilibre et la lumière dans mes quartiers s'éteignit un court instant, avant de s'allumer en rouge. Je ne comprenais pas ce qu'il se passait et je me levai. J'entendais soudainement du monde courir dans les couloirs, je sortais et je demandais ce qu'il se passait. C'est Ings qui, courant dans le couloir, m'annonça qu'on avait eu une panne. Une panne? Ce n'est pas grave, ça se répare, me suis-je dit. Alors je suis retourné dans le poste de pilotage pour voir comment évoluait la situation. La capitaine restait calme, mais tapotait des doigts l'accoudoir de son fauteuil. Je lui demandai ce qu'il se passait. Elle m'expliqua qu'il semblait y avoir eu une défaillance dans les moteurs. On ne savait pas encore exactement quel était le problème, mais nous devions le régler le plus vite possible. Je lui demandai si ça lui était déjà arrivé. Je vis alors son visage se fermer. Elle détourna le regard et m'annonça que, depuis l'ouverture des tunnels d'hyperespace, aucun vaisseau n'était jamais tombé en panne dedans. Elle prit un calepin dans lequel elle commença à fouiller, puis appela Mika et demanda certaines manipulations précises. Je la laissai tranquille, je rejoignis alors Madame Cigara au poste d'observation. Elle était prise dans ses carnets. Un instant, j'observai l'extérieur. Le vaste obscur de l'espace. Malgré la situation, tout paraissait si calme. Je m'assis à côté de Madame Cigara et lui demandai comment elle allait. Elle m'avoua qu'elle n'avait jamais vécu de panne dans l'espace, que c'était assez inquiétant à vivre, mais qu'elle avait toute confiance en notre capitaine et son équipage. Moi aussi. Je continuais à observer à travers l'épaisse vitre nous séparant du vide. Il y avait tellement de monde à explorer. Un nouveau bruit résonna dans le vaisseau. Mon regard croisa celui de Madame Cigara. Je lisais son inquiétude croissante. J'essayais alors de paraître le plus calme possible pour elle. Je lui devais bien cela. Mika passa en courant devant nous. En me voyant, il me dit rapidement que nous n'avions plus de moteur du tout. Il ne fonctionnait juste plus. Nous nous sommes levés et l'avons suivi jusqu'au poste de pilotage. Là, la capitaine nous accueillit avec une nouvelle plus effrayante encore. Nous n'avions plus non plus de communication. Nous étions totalement seuls. Tout l'équipage se mit au travail pour remettre en état de fonctionnement le vaisseau, tandis que moi et Madame Cigara, nous nous faisions le plus petit possible pour ne pas déranger. En retournant à la salle d'observation, un nouveau bruit nous interpella, mais celui-ci était très différent. Il n'avait rien de mécanique ou électrique. Ce bruit, ce long et profond grondement, était organique. Nous nous sommes observés un moment, essayant de comprendre pourquoi il y aurait un animal dans le vaisseau, quand le grondement se répéta, mais cette fois-ci, plus fort. Essayant de comprendre de quoi il s'agissait, je me levai et en faisant cela, je remarquai l'extérieur. Dans l'obscurité de l'espace, quelque chose s'approchait. Quelque chose flottait dans l'espace. Quelque chose se rapprochait et j'avais du mal à discerner sa forme, car l'obscurité était d'une telle profondeur. Mais quand j'ai entendu Madame Cigara s'exclamer, je comprenais que je me concentrais sur une simple partie de cette chose. C'était une créature gigantesque qui s'approchait du tunnel d'hyperespace. Elle s'approchait de nous. Lentement, très lentement. Vu la vitesse à laquelle elle allait,
Il lui faudrait peut-être 1 ou 2 heures pour nous atteindre. Mais elle approchait. Tandis que Madame Cigara prenait des observations sur la créature dans son carnet, je me précipitais pour prévenir la capitaine. Si dans un premier temps elle m'assura que depuis toutes ces années elle n'avait jamais vu pareille chose, je lui rappelai mon métier, et elle accepta de venir voir. Face à la vitre, je la vis perdre sa contenance. Elle parut inquiète, ce qui ne fit que m'effrayer plus encore. Elle nous demanda de rester ici tandis qu'elle retournait avec son équipage. Nous restions alors ici. Madame Cigara me faisait remarquer des détails particuliers et faisait des hypothèses sur la façon dont cette créature pouvait se nourrir, se déplacer, se reproduire. Et moi, je restais là, immobile, voyant cette créature, plus grande que notre vaisseau, se déplaçant dans un espace vide, grondant comme l'enfer, s'approchant si lentement, mais sans jamais s'arrêter. Je n'en pouvais plus. Je me rendais au poste de pilotage. Idriss y était resté pour surveiller les réactions du matériel de pilotage. En arrivant, il me salua d'un signe de la tête. Je lui demandai s'il y avait des nouvelles rassurantes, et il me fit signe que non. Il me retournait la question, et je lui répondais que la créature continuait de s'approcher. Il soupira. Il essayait d'avoir une réaction des commandes, mais toujours rien. Soudainement, un bip me fit sursauter. Idriss bondit sur ses jambes et se précipita vers une console. Il appuya sur un bouton et une projection holographique représentant le Necbet 072 apparut. Entouré de plusieurs cercles, un nouveau bip résonna tandis qu'un point rouge apparut au niveau du cercle le plus éloigné. Idriss se mit à répéter « Non » et partit en courant en appelant la capitaine. Je le poursuivais pour savoir ce qu'il se passait, et en rejoignant la capitaine, il expliqua qu'un vaisseau était rentré dans le tunnel, et que si on n'arrivait pas à le stopper, il y aurait collision. Je vis la capitaine se prendre la tête entre les mains un instant, avant d'envoyer Ings gérer l'alimentation des communications. Mika s'énerva en disant qu'il était sur le point de relancer les moteurs, mais la capitaine expliqua que le temps de faire chauffer les moteurs, on ne pourrait pas retrouver la pleine vitesse, et la collision serait inévitable. Nous étions au milieu du tunnel, hors de portée de communication avec les autres spatioports, mais un vaisseau qui s'approche de nous pourrait recevoir notre appel. J'imagine que c'était effectivement la bonne manœuvre à suivre. La capitaine se précipita vers le poste de pilotage, prête à envoyer le message. Ings essayait de redonner du jus aux communications, mais il semblait être en difficulté. La capitaine Delmont gardait son calme en donnant des consignes claires et simples à Ings qui suivait à la lettre ce qu'on lui disait. Mais ça ne fonctionnait toujours pas. Idriss était retourné à la surveillance de l'approche du vaisseau. Le bip se répétait de plus en plus régulièrement, tandis qu'il donnait des coordonnées à la capitaine. Elle se précipita sous une console, elle ouvrit le boîtier mécanique et commença à interchanger des câbles. Idriss annonçait que nous n'avions plus que 3 minutes avant l'impact. La capitaine referma alors le boîtier métallique et tapa un code sur le clavier de la console. 1 minute. Un bruit métallique résonna soudainement dans tous les haut-parleurs du vaisseau. Ings demanda ce qu'elle avait fait. Elle expliqua qu'elle avait improvisé une dérivation en rejoignant son fauteuil. Là, elle déclencha un appel. Elle expliqua le plus rapidement possible la situation. 30 secondes. La capitaine regarda Ings qui bascula le plus d'énergie possible vers les boucliers arrière. Un énorme choc fit tomber tout le monde dans le vaisseau. Mais nous étions vivants. Le message avait été passé. Ils avaient eu le temps de ralentir le plus possible. Je me levai et je partais le plus vite possible rejoindre Madame Cigara quand je l'ai entendu hurler. Nous nous étions trompés. Un nouveau choc fit trembler le vaisseau et un terrible grondement résonna. La créature pouvait aller plus vite que ce qu'on pensait.
D'énormes pics traversèrent la coque du vaisseau avant qu'une énorme bouche l'éventre totalement, dans un horrible silence. Je vis Madame Cigara essayer de m'attraper, alors qu'elle partait dans le vide. Ma main attrapa un mur, et je sentis toutes les fibres de la chair de mon bras se déchirer, une à une. Je m'envolai, en voyant mon bras me suivre. Rien d'autre que le silence. Nous sommes immobiles depuis 2 heures. Ma femme ne dit rien, assise à côté. Elle essaye d'avoir du réseau depuis qu'on a quitté la maison. Les enfants dorment derrière malgré les sirènes qui ne s'arrêtent pas. Nous sommes sur la route quittant la ville. Le bouchon fait plusieurs kilomètres et on est juste bloqué. Il n'y a aucune possibilité de changer de voie, faire demi-tour. On ne sait pas pourquoi, rien ne bouge. Alors on attend. Plus tôt dans la journée, il y a eu un tremblement de terre. Il y a eu un peu de casse, mais dans l'ensemble ce n'était pas très dangereux. Ma femme est tout de même allée chercher les enfants en rentrant du travail. Moi, je travaille de l'autre côté de la ville, alors on s'est retrouvés à la maison. C'est quelques heures plus tard que Lily, la petite, est venue nous chercher alors qu'Alice et moi discutions dans le salon. Elle nous a dit que le ciel était bizarre. On s'est levé et on a rejoint la fenêtre la plus proche. À notre grande surprise, nous avons découvert un ciel totalement rouge, comme si nous regardions au travers d'une fenêtre teintée. À peine Alice et moi avons eu le temps de nous regarder d'un air interrogateur, que la sirène retentit dans la ville. On ne savait pas ce qui se passait, on ne savait pas quel était le danger, mais nous comprenions que nous devions partir. Nous avons pris 4 valises que nous avons remplies avec les choses les plus utiles possibles et le plus rapidement que nous pouvions. Puis nous avons rejoint ma voiture. Nous avons avancé de 2 rues, et nous nous sommes retrouvés dans cet embouteillage. Au départ, nous roulions juste très lentement, et nous avons pu traverser une partie de la ville. Mais depuis 2 heures, nous n'avançons plus. Après 1 heure à être totalement bloqués, dans une des voitures devant nous, une femme a décidé de partir à pied. Nous l'avons suivie du regard pendant 5 pas. Puis nous l'avons simplement vue tomber par terre. Elle n'avait pas de spasme ou quoi que ce soit, elle est simplement tombée d'un coup, puis plus rien. Cela fait 1 heure. Elle est toujours sur le sol. Personne n'a osé aller la voir. Tous, dans nos voitures, enfermés, nous avons peur. On ne sait pas ce qui nous entoure. Un poison dans l'air? Autre chose? Nous avions aucune réponse et aucun réseau pour les rechercher. Juste ce ciel sanglant et cette sirène sans fin. Je profitais du sommeil des enfants pour demander à Alice ce qu'on faisait. Elle reposa son téléphone et observa la rue un instant. Puis je vis son visage changer. Je regardai vers la droite et je remarquai des hommes en combinaison complète, celle que l'on voit dans les films. Ils se dirigèrent vers la femme au sol pendant que les autres approchaient les voitures. Ils emportèrent le corps tandis qu'un homme approcha de notre voiture avec une tablette. Il écrivit dessus des questions sur notre santé et nous demanda si nous avions ouvert nos portières ou fenêtres. Nous faisions signe que non. Il leva le pouce en l'air et nous expliqua de rester enfermés pour le moment. Ils étaient en train de travailler sur l'évacuation. Nous observions alors autour de nous et nous remarquions que les gens qui étaient dans la voiture dans laquelle était sortie la femme furent forcés de sortir de la voiture. Alice était sous le choc alors que, pour être honnête, je ne ressentais rien. Depuis que nous avions quitté la maison, mon cerveau était passé en mode survie, et je ne fonctionnais plus que par logique élémentaire, et ce qui me dérangeait pour le moment était que je savais que la voiture n'était pas étanche à l'air extérieur. S'il y avait un problème avec l'air, on nous laissait lentement être empoisonnés. J'observais autour, je voyais des gens être sortis de leur véhicule, certains étaient déjà morts, d'autres tombaient après quelques mètres.
Puis, il y a eu un léger tremblement de terre. Puis un autre. Et encore. Cela semblait lentement se rapprocher et devenir de plus en plus fort et puissant. Un son étrange et profond résonnait dans la ville, couvrant même le bruit des sirènes. Puis, cela apparut entre deux immeubles. Quelque chose de gigantesque. Je n'avais jamais rien vu de pareil. Je comprenais après que ce n'était pas qu'une patte que j'avais vue. J'en vis passer 3 autres. Puis cette chose, ce titan, passa au-dessus de notre rue, au-dessus des voitures. Cette chose avait 4 pattes fines et gigantesques, aboutissant à un corps couvert par une sorte de carapace, avec 2 longs tentacules à l'avant, probablement au niveau de sa tête. Leur mouvement lent et flottant me donnait l'impression que c'était comme des moustaches de chat pour ressentir quelque chose. Puis, sur les côtés de cette chose, une lueur bleue émana un instant, semblant remonter son corps. Puis une nouvelle fois, ce bruit étrange faisant vibrer la voiture. Nos enfants se réveillèrent et se mirent à pleurer. Alice les rejoignit et essaya de les apaiser. Moi, j'observais la réaction des hommes au sol. Ils rejoignaient des véhicules blindés qui partaient à toute vitesse, détruisant des bornes en béton, des murs. Puis, j'entendis quelque chose. Le temps que je comprenne, je vis un missile percuter la créature. L'explosion fut brève, soudaine. Je sentis la voiture se soulever. La chaleur. Il n'y avait aucun bruit. Aucun cri. La chaleur, la peur et le silence. Il se gara devant chez lui. C'était un vendredi soir. La journée avait été longue, la semaine entière l'avait été, et il n'aspirait qu'à profiter d'un bon et long week-end avec sa petite amie. Il descendit de la voiture et rejoignit leur maison qui était, selon ses propres termes, perdue dans le trou du cul du monde. La maison était isolée dans leur village. C'était une ancienne grange de ferme qu'ils avaient eux-mêmes retapée. La ferme, elle, n'avait pas survécu autant. Mais la grange avait du potentiel selon Louise, sa compagne. Après des années de travaux en continu, ils avaient finalement réussi à faire ressortir l'essence du projet de Louise. La maison avait gardé son ambiance vieille grange, tout en étant devenue confortable, chaleureuse et économique. Leur vie à l'intérieur était délicieuse, et François s'approchait avec un plaisir non dissimulé de la maison. Il allait retrouver sa compagne et son confort. En arrivant devant la porte, il remarqua quelque chose d'étrange cependant. 4 papillons de nuit étaient morts devant la porte. Du bout du pied, il les fit tomber dans l'herbe et rentra dans la maison. À l'intérieur, il entendit du super-tramp résonner depuis l'étage, puis se couper soudainement. Il annonça son retour et entendit de légers pas précipités provenant de la cuisine. Jarod, un jeune labrador, se précipitait vers son maître avec toute la vitesse que lui offraient ses pattes, tandis que Louise apparaissait en haut de l'escalier. Alors qu'il caressait le crâne du chiot avec tout l'amour qu'il avait, il eut le droit au même traitement de la part de Louise. Il rigola avant de la prendre dans ses bras. Ils passèrent une douce soirée autour d'une bouteille de vin en regardant leur série préférée. La nuit se déroulait calmement quand François se réveilla seul. Louise dormait profondément à côté de lui, mais lui, quelque chose le dérangeait. Il avait une sensation étrange. Il se leva et se dirigea vers la cuisine pour boire un verre d'eau. Il descendit l'escalier et arriva dans le salon. Dans son panier, Jarod dormait profondément sur le dos, la langue pendante et une patte s'agitant dans les airs. Il ne put se retenir de sourire en voyant ce spectacle adorable. Puis il se dirigea vers la cuisine. En se servant un verre d'eau, il sentait cette sensation de plus en plus forte. Cherchant à comprendre ce qu'il se passait, il écarta le rideau de la fenêtre et observa l'extérieur. La lumière intérieure avait dû attirer les papillons de nuit car il y en avait plusieurs sur la fenêtre.
mais sinon il ne remarquait rien en particulier. Alors, il retourna se coucher. Mais le sommeil peinait à le rejoindre. Il se tournait et se retournait sans cesse. Il finit par se plonger dans le sommeil après des heures de lutte. Des secousses le réveillèrent, puis la voix de Louise lui disant de se réveiller. Il ouvrit les yeux et eut l'agréable vision de sa compagne au-dessus de lui. Mais rapidement, il comprit qu'il y avait un problème. Il lui demanda ce qu'il se passait. Elle lui demanda de venir avec elle. Il se redressa difficilement et s'étira du mieux qu'il pouvait. Elle lui demanda de se dépêcher, alors il se leva en bâillant avant de descendre dans les escaliers derrière elle. Elle l'amena alors dans le salon qui était étrangement sombre. Il lui demanda pourquoi les volets n'étaient pas ouverts. Elle lui répondit alors qu'ils avaient oublié de les refermer la nuit précédente. Il la regarda un instant circonspect. Puis il observa les fenêtres. Il n'y avait aucun mouvement, mais, lentement, il se mit à percevoir les formes, les teintes, les ailes. Les fenêtres de la maison étaient recouvertes de papillons de nuit. Sa bouche s'ouvra sans laisser sortir le moindre son. Louise se serra contre lui et, inquiète, lui demanda ce qu'ils allaient faire. Il passa la main dans ses cheveux alors que Jarod continuait de dormir dans son panier. Il demanda à Louise d'aller chercher des lampes torches alors qu'il essayait d'allumer les éclairages extérieurs pour attirer les papillons au loin. Louise regroupa plusieurs lampes et les apporta à François qui les attacha avec des ficelles. Il se rendit à l'étage et ouvrit la fenêtre protégée, elle, par un volet de bois. Il alluma les lampes et demanda à Louise de regarder en bas s'il y avait une réaction. Il fit alors passer les lampes par l'ouverture du volet et balança la ficelle de droite à gauche. En bas, Louise ne remarquait rien si ce n'est la lueur de la lampe dessinant la forme de certains papillons. Puis soudainement, ils se mirent tous à bouger avant de s'envoler. Une nuée gigantesque sembla remplir le ciel tout à coup. Et Louise se précipita dans les bras de son compagnon pour célébrer cette victoire. Ainsi, cette première journée de week-end pour François et Louise pouvait commencer normalement. Et ils profitaient de la journée ensemble pour aller au cinéma. En revenant, ils passaient pas loin d'un lac où ils s'arrêtèrent 2 heures pour discuter en profitant du beau décor. Alors qu'au loin le soleil descendait vers l'horizon, les deux amoureux retournèrent à la voiture. À l'intérieur, le CD de Chris Cornell les berçait avec sa douce mélancolie. Louise s'endormait à sa place alors que François conduisait en fredonnant. En se rapprochant de la maison, la lune avait avancé dans le ciel nocturne. Quelques nuages couvraient les étoiles, mais la pâle lueur de l'astre dessinait des formes élégantes sur le sol froid. Les roues de la voiture se stoppèrent finalement devant la chaleureuse maison du couple. Louise ouvrit les yeux alors que le plafonnier s'allumait. Elle vit que François regardait dehors sans bouger. Elle demanda ce qu'il se passait en tournant la tête. Le couple vit alors, dans la lueur opaline de la lune, le balai aérien des papillons de nuit, dansant et créant des formes complexes. Ils restèrent immobiles ainsi, assis côte à côte. La lumière dans la voiture s'éteignit alors qu'ils continuaient d'assister à cette représentation hors du temps. Le monde semblait s'être totalement arrêté autour d'eux. Puis, François eut cette sensation étrange à nouveau, comme la nuit précédente. Il tourna la tête et vit que la voiture était couverte de papillons. Il le fit remarquer à Louise qui commença à angoisser. Enfermée ainsi, elle lui demanda de redémarrer, mais la voiture semblait ne plus pouvoir réagir. La clé tournait dans le vide, les phares ne s'allumaient plus. Alors Louise se blottit contre François qui observait les environs, effrayé. Sous la lune, les papillons semblaient se regrouper. Une masse sombre se créait et semblait devenir de plus en plus grosse. François dit à Louise de regarder. Alors que la masse devenait énorme, elle sembla exploser alors que des milliers de papillons frénétiques partaient dans toutes les directions, venant s'écraser sur la voiture, les murs de la maison. Les fenêtres devenaient opaques tant il y avait de sang d'insectes. Mais le couple eut le temps de voir ce qui avait grandi dans ce cocon de papillons de nuit. Une créature énorme,
Elle faisait plus de 2 mètres de haut. Elle avait un corps presque humain, mais avec de longues ailes de papillon et des yeux d'un rouge vif et brillant dans l'obscurité. La chose se tourna vers eux un instant, avant de lentement s'élever dans le ciel. Sa silhouette se découpa parfaitement devant le cercle lumineux de la lune, et les papillons, restants, rejoignirent cette chose. Elle s'en alla, accompagnée de ses congénères, tandis que Louise et François tremblaient dans leur voiture. Après de longues minutes, la lumière et la musique se relança dans la voiture, faisant sursauter le couple. Ils sortirent du véhicule, découvrant des centaines de cadavres d'insectes sur le sol, puis se précipitèrent dans la maison. Là, ils s'effondrèrent et passèrent une très mauvaise nuit. Notre vaisseau a atterri au spatioport après un voyage de 2 années. Nous avons quitté nos caissons de cryogénisation avec les muscles noués après une hibernation paraissant sans fin. Un homme en uniforme de l'armée nous amena de notre vaisseau à nos quartiers pour la durée de notre voyage. En passant dans un tunnel en verre, il nous montra les vastes étendues de la planète rouge. Ils m'ont fait venir pour que j'étudie les galeries, un gigantesque réseau de tunnels juste sous la surface de Mars. En observant l'horizon, je remarquai d'étranges formes triangulaires dans le paysage. Sur le coup, je supposais que c'était naturel. Une chose surprenante, les galeries se dirigeaient toutes vers ces gigantesques montagnes triangulaires. Le militaire me dirigea au couloir menant à mes quartiers, il me donna un repas à réchauffer et de l'eau purifiée. C'était simple et pas tellement bon, mais je n'avais pas mangé de nourriture comme cela depuis 2 ans. Ils me laissèrent 48 heures pour m'acclimater à la planète, puis j'aurais à étudier les galeries autour de la pyramide. Après avoir mangé, je suis allé au gymnase. Un médecin était là pour m'aider à reprendre le plein contrôle de mes muscles et les réactiver de manière saine et sans risque. C'était une délivrance. Même la douche glacée juste après était un bonheur. Après cela, je partais à la découverte de la station. Ici, l'entraide était essentielle sur une planète aussi lointaine et peu hospitalière. Nous ne pouvons pas nous permettre les querelles que nous connaissons sur Terre. Alors, nous nous entraidons. J'ai commencé à me présenter aux personnes autour, je leur expliquai que j'étais géologue et que mon rôle était d'étudier les fameuses galeries se dirigeant vers les pyramides. Il y eut un silence. Une femme s'approcha de moi et me dit de faire très attention. Le dernier géologue à avoir été là-bas était revenu dans un état lamentable. Il parlait seul, il ne semblait plus être là. Quelques jours plus tard, il avait été retrouvé mort à l'extérieur de la base. Le staff médical supposa qu'il n'avait pas su s'adapter au nouvel environnement dans lequel il était, et que ça lui avait fait perdre la raison. Mon supérieur m'a dit que si j'avais besoin d'une journée de plus pour m'acclimater, c'était possible, et qu'un thérapeute était là si j'avais besoin. Je lui ai répondu que j'avais attendu 2 ans dans une boîte à glaçons pour ce moment, mais que je les préviendrais si j'avais le moindre problème. Nous sommes partis quelques heures plus tard. Il nous faudra un peu plus d'1 heure pour rejoindre les galeries en rover. J'étais accompagné d'un autre géologue. Le ciel se dessinait en nuances d'orange, de vermillon et d'écarlate, décoré de millions d'étoiles. C'était magnifique. Les montagnes immenses se dressaient autour de nous, leurs ombres s'étirant à l'infini. Malgré les couleurs flamboyantes nous entourant, l'air était glacial et pénétrait ma combinaison. J'ai bougé mes doigts et mes orteils pour activer le système thermique de ma tenue, me réchauffant instantanément. Le rover se stoppa finalement, et nous en sommes sortis pour aller travailler. J'ai pris de petits contenants en verre que j'ai remplis avec des échantillons de sol autour de la pyramide. J'étais tellement impliqué dans mon travail que je n'ai pas entendu les cris de panique de mon collègue, ni
vu l'immense nuage de poussière qui nous arrivait dessus. Des éclairs traversaient la poussière et fracassaient le sol autour de moi. J'affrontais les bourrasques infernales de la tempête, la tête baissée, le bras tendu devant moi, jusqu'à ce que je sente, sous ma main, la paroi de la pyramide. Je comprenais à son contact qu'elle n'avait rien de naturel. Elle avait été construite ici. En avançant tant bien que mal, la main collée à cette paroi lisse, je finissais par découvrir une sorte de passage vers l'intérieur. Le calme et l'obscurité soudaine me firent un peu perdre mes moyens. J'allumai la lampe située sur mon épaule et j'observais autour de moi. J'étais dans un très long couloir. Les murs étaient couverts de matériaux étranges, ressemblant à des métaux que je ne connaissais pas. Des profondeurs de la pyramide sortit alors un bruit qui se rapprochait de plus en plus. Un bruit indescriptible et inconnu. Après quelques instants, je comprenais avec horreur que c'était quelque chose qui se déplaçait. Quelque chose de vivant. Je voulais fuir, mais ma formation scientifique et surtout ma propre curiosité me força à rester sur place. J'attendais, observant le couloir par le simple halo lumineux de ma lampe. Alors, vis-je cette indescriptible créature aux immondes traits. Elle se déplaçait sur son ventre apparemment, mais était dotée de pattes qui devaient lui servir à attraper ses proies. Sa tête était disproportionnée et son regard était blanc. Il n'y avait rien d'autre que le blanc de ses yeux. Alors que j'étais pétrifié face à cette ignominie, ses pattes m'attrapèrent. Je crus ma dernière heure arriver. Quand elle ouvrit la bouche, je me mis à hurler. Alors, quelque chose de plus étrange encore se passa. Une sorte de connexion se créa entre la créature et moi. Sans un mot, sans le moindre échange humain, j'avais la sensation d'avoir toutes les réponses à ce que je cherchais. Tout semblait prendre un sens. Je ne savais rien de plus. En tout cas, la partie consciente de mon être ne savait rien de plus. Mais dans mon inconscient, je savais que j'avais appris les secrets les plus profonds de l'existence. Puis je tombai au sol. Quand je me suis réveillé, j'étais dans l'infirmerie de la base. Maintenant, je dois percer les secrets de mon propre inconscient. Toutes les réponses sont ici. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner pour ne rater aucune autre de mes vidéos. Vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram et TikTok.